Imaginez, vous voulez investir en bourse, mais vous n'avez pas le temps de décortiquer 40 actions différentes. Vous aimeriez un outil simple, pas cher, qui vous permet d'acheter des centaines d'entreprises en un seul clic? Cet outil existe et il s'appelle l'ETF. Bonjour, je suis Alexis, je parle d'investissement et d'économie, mais aussi d'espace et de culture générale. Mais aujourd'hui, on va voir ce qu'est un ETF, comment ça fonctionne et pourquoi c'est devenu l'un des outils les plus populaires chez les particuliers. Mais aussi les avantages, les risques et répondre à la grande question qu'on voit souvent sur les réseaux, peut-on devenir riche facilement et rapidement sur les ETF? On va commencer par la définition. ETF, de son nom Exchange Traded Fund, souvent appelé tracker, suiveur en français, est un fonds d'investissement coté en bourse. Il a pour objectif principal de répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice boursier de référence, comme le CAC 40 ou le S&P 500, mais aussi d'un secteur en particulier, d'une matière première ou de plusieurs obligations. L'idée est très simple. Si vous voulez acheter les 40 actions du CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises, vous allez acheter une action Total, une action LVMH, puis les 38 autres actions qui composent le CAC 40. L'ETF est simplement le panier d'actions qui les regroupe toutes dans un seul produit. Tu achètes une seule part et automatiquement tu détiens une petite portion de chaque entreprise de l'indice. Maintenant passons aux avantages des ETF. En premier, le plus important, la diversification immédiate. Avec un seul ordre en bourse, vous pouvez être exposé à une dizaine voire une centaine d'actions. Il y a une règle très importante avant d'investir en bourse. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire ne pas choisir une seule action, se diversifier en termes de secteur, de géographie, mais aussi sur plusieurs classes d'actifs, comme les obligations, l'immobilier ou l'or par exemple. Ne voyez pas tout par les actions, car en cas de chute de marché, c'est tout votre portefeuille qui descendra. En deuxième avantage, l'ETF est un outil de gestion passive. Contrairement aux fonds actifs qui essayent de surperformer leur indice de référence, les ETF sont là pour suivre au mieux la performance de leur indice. Mais quand on sait que les indices larges comme le SP500 ou le MSCI World font 10 et 7% de rendement moyen sur les 50 dernières années, et que presque 90% des fonds actifs n'arrivent pas à faire mieux que leur indice de référence à cause des frais exorbitants, pourquoi ne pas prendre la gestion la plus simple et la plus rémunérateur pour votre portefeuille? Il y a une deuxième définition pour la gestion passive. Il y a ce qu'on appelle le phénomène auto-nettoyant. Quand une action de l'indice n'est plus compétitive, elle sortira de l'indice automatiquement sans gestion de votre part et sera remplacée par une nouvelle action qui performe plus. Après avoir parlé des avantages de la diversification et de la gestion passive, passons au troisième point, la réduction des coûts et des frais. Les ETF permettent de réduire les frais d'ordre, car comme on l'a vu dans le premier avantage, il faut se diversifier, c'est-à-dire d'avoir entre 20 et 30 actions en portefeuille, pour réduire au maximum le risque et la volatilité. Un ordre coûte en moyenne entre 1 et 5 euros selon le courtier et le montant, mais la note peut vite grimper. Alors que si vous faites un portefeuille d'ETF, vous aurez aux alentours de 5 ETF maximum. Rien ne sert d'en avoir 15. Cette stratégie est faite pour être simple, ne la compliquez pas. Personnellement, j'ai 3 ETF, mais je ferai bientôt une vidéo pour montrer dans quoi j'investis et dans quelle proportion. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Il y a aussi un deuxième type de frais que les ETF permettent de réduire. Les frais de gestion. Ils sont en moyenne à 0,3%, mais peuvent descendre à 0,05% pour les indices les plus larges, alors que les fonds actifs ont une moyenne de frais de 1,3%. Et les derniers avantages sont sur la transparence et la liquidité. Je les mets ensemble parce qu'on va comparer les deux gestions, actifs et ETF. Comme on l'a dit, les fonds passifs suivent un indice, et cet indice est connu de tous. De plus, les gestionnaires de fonds transmettent des rapports mensuels sur la performance, mais aussi sur la répartition géographique, sectorielle et les positions dans l'ETF. Contrairement aux fonds actifs qui ont moins de transparence pour protéger leur stratégie. Pour faire simple, vous ne savez pas réellement dans quoi vous investissez en temps réel. Il y a souvent un décalage dans les rapports. Et pour la liquidité, c'est encore à l'avantage des ETF. Ils sont cotés en continu sur une place boursière, tout comme une action classique. Cela signifie que son prix évolue en temps réel, au gré de l'offre et de la demande, tout au long de la journée de négociation. Mais pour les fonds actifs, vous ne savez pas exactement à quel prix vous passez votre ordre. Vous le découvrez le jour suivant et vous achetez et vendez souvent avec un jour de délai. Maintenant, même si les ETF sont des outils pratiques, il faut être honnête, ils ne sont pas sans risque. Il y a 5 grands types de risques et quelques subtilités à connaître. En premier, on a le risque de marché, le plus évident. Si les marchés baissent, ton ETF baisse. Même si un ETF est diversifié, il n'est pas protégé contre une crise globale ou une récession. Rappelez-vous, un ETF n'est pas une assurance. Si le CAC 40 perd 20%, votre ETF perd 20%. D'où l'importance de se diversifier dans d'autres classes d'actifs. Le risque de tracking error. Un ETF est censé suivre parfaitement son indice. Le tracking error, c'est l'écart entre la performance de votre indice et l'ETF. Si l'indice fait 10% mais que l'ETF fait 9,5%, la tracking error sera de 0,5%. Cet écart est souvent causé par les frais de gestion et les coûts de transaction internes à l'ETF. Plus le tracking error est faible, meilleure est la qualité du gérant. Le risque de change. Si vous achetez un ETF qui investit dans des actions américaines, japonaises ou mondiales, vous pouvez être exposé aux variations entre l'euro et les autres devises. Même si l'indice monte,
contre, le taux de change peut vous faire perdre. C'est exactement ce qui s'est passé cette année. L'euro a pris en puissance, ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même performance que le S&P 500. Mais cette tendance se neutralise sur le long terme, c'est plutôt un risque court terme. Le risque de contrepartie. C'est un risque plus technique qui concerne plus les ETF dits synthétiques, que l'on détaillera plus tard. Et en dernier, on a des risques plus spécifiques pour les ETF sectoriels ou thématiques, comme le risque de concentration. Ce type d'ETF peut seulement suivre une dizaine d'entreprises. Donc pensez à bien regarder sa composition. Mais je parlerai de comment choisir et trouver vos ETF simplement en fin de vidéo. Ensuite, il y a le risque de liquidité et de fermeture. Si un ETF n'attire pas assez d'investisseurs ou a peu de volume, il peut être plus difficile à acheter ou vendre rapidement. Il peut même être fermé. Bien entendu, vous récupérez votre argent, mais vous devrez le réinvestir ailleurs. Et ça peut générer des conséquences fiscales, surtout sur un compte titre ordinaire. Vérifiez toujours que l'ETF que vous avez choisi a un encours suffisant, idéalement plusieurs dizaines de millions d'euros. Puisque l'ETF n'est qu'un outil pour suivre un indice, il existe autant d'ETF que d'indices à suivre. Pour simplifier, nous allons les classer dans 5 grandes familles. C'est important car le risque n'est pas le même d'une famille à l'autre. La première est la plus importante. Ce sont les ETF indiciels. Leur mission est de suivre les grands indices boursiers. Le MSCI World qui regroupe les actions du monde développé, le S&P 500 pour les États-Unis ou l'Eurostoxx 50 pour la zone euro. Ce sont les fondations d'un portefeuille. Ils offrent une diversification maximale et sont généralement les moins chers. Si vous débutez, c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, nous avons les ETF obligataires. Contrairement à une action qui représente une part des actions, les obligations sont des dettes. Ces ETF suivent donc des paniers de dettes émises par les États ou de grandes entreprises. Ils sont souvent utilisés pour apporter une touche de sécurité et de stabilité dans un portefeuille, car ils sont généralement moins volatiles que les actions. Ils sont aussi une source de revenus grâce aux intérêts payés par l'émetteur de la dette. Mais attention, la valeur fluctue avec les taux d'intérêt. Troisième famille, les ETF secteurs et thématiques. C'est la catégorie la plus spéculative. Plutôt que d'investir sur tout un marché, ils se concentrent sur une niche. Par exemple, un ETF uniquement sur la cybersécurité, un autre sur l'intelligence artificielle, ou encore sur le secteur pétrolier. Ils peuvent offrir de très belles performances si le secteur est porteur, mais ils sont beaucoup moins diversifiés qu'un ETF monde, et donc le risque spécifique à ce secteur est beaucoup plus élevé. Vous pouvez le prendre seulement si vous avez de fortes convictions sur un secteur ou une thématique. Pour l'avant-dernière famille, on va s'arrêter sur les ETF matières premières. Ce ne sont pas réellement des ETF mais des ETC. Le C veut tout simplement dire matières premières, contrairement au F de ETF veut dire fonds. Cela permet d'investir sur des actifs physiques comme l'or, le pétrole ou les métaux précieux. C'est une catégorie souvent utilisée par les investisseurs pour se protéger contre l'inflation ou la dévaluation monétaire, notamment pour l'or. Attention, le fonctionnement de certains ETF est technique, car ils utilisent des produits dérivés comme les futurs et ne détiennent pas toujours l'actif physiquement. C'est à réserver aux investisseurs avertis. Avant d'aller sur la dernière famille des ETF exotiques, un petit mot d'avertissement. Ces produits sont conçus pour de la pure spéculation à court terme. Ils ne sont absolument pas destinés aux investisseurs moyens, mais vous devez les connaître pour ne pas les acheter par erreur. Les plus connus sont les ETF à effet de levier. Ils amplifient les mouvements du marché en x2 x3 à la hausse comme à la baisse. Par exemple, si vous prenez un effet de levier x2 sur l'ETF CAC 40, si le CAC 40 gagne 2%, l'ETF gagnera 4%. Mais inversement en cas de baisse, et deux petites subtilités. Si vous avez un levier x3 et que vous faites moins 33%, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire, vous avez tout perdu. Littéralement 0 € sur votre compte. Et pour les pourcentages, si vous perdez 20%, il ne faut pas 20% pour remonter, mais 25%. Donc faites très attention si vous les choisissez. Et pour finir, les ETF inverses. Comme son nom l'indique, vous gagnez de l'argent quand les marchés baissent. Mais comme les marchés sont historiquement toujours haussiers, ils sont souvent utilisés pour des paris très court terme ou de la couverture, jamais pour de l'investissement à long terme. Donc voilà, il existe une grande variété d'ETF, chacun avec des objectifs différents. L'important c'est de choisir l'ETF qui correspond vraiment à vos stratégies et pas celui qui fait le plus de bruit sur les réseaux. Mais en fait, qui crée les ETF et comment ils s'y prennent pour suivre leur indice? Dans cet univers, il y a deux acteurs majeurs. En premier, il y a les créateurs d'indices. Ce sont des entreprises qui calculent, mettent à jour et gèrent la liste des actions à suivre. Par exemple MSCI pour l'indice MSCI World, ou encore Standard & Poor's pour le S&P 500. Leur rôle est de définir ce que l'ETF doit suivre. Et ensuite vient le deuxième acteur, les émetteurs d'ETF. Ce sont eux qui créent et gèrent les fonds. On parle d'Amundi, d'iShares qui appartient à BlackRock ou de Vanguard, la liste n'est pas exhaustive. Ils payent les créateurs d'indices pour avoir le droit d'utiliser et de reproduire leur indice. Et leur rôle est de gérer les ventes et les achats d'actions à l'intérieur de leurs fonds et d'assurer que l'ETF copie le plus fidèlement possible son indice. Maintenant, pour reproduire l'indice, l'émetteur a trois possibilités. La réplication physique, avec échantillonnage ou synthétique. On va commencer par la plus simple, la réplication physique. C'est la méthode la plus transparente. Le gérant de l'ETF achète la totalité des actions qui composent l'indice. Si l'indice contient 100 actions, l'ETF va avoir les 100 actions, et dans les mêmes proportions. L'avantage est la transparence totale. Vous savez exactement ce que vous détenez. En deuxième, la réplication par échantillonnage. Si l'indice est trop large comme le MSCI World avec des milliers d'actions, ou si certains
certaines actions sont difficiles à acheter, le gérant n'achète qu'un échantillon représentatif des titres les plus importants et les plus liquides. C'est plus simple à gérer et réduit les coûts pour le gérant. Mais il faut faire très attention au tracking error, d'où l'importance de bien regarder cette donnée. La troisième méthode est la plus complexe, mais très efficace pour rendre les ETF hors Europe éligibles au PEA, le plan d'épargne action. Je vais vous l'expliquer très simplement. Par exemple, BlackRock veut créer un ETF S&P 500. Il va acheter au moins 75% d'actions européennes pour être éligible au PEA. Et va ensuite passer un contrat de swap avec une autre banque comme Amundi. Et Amundi promet de fournir la performance exacte du S&P 500 en échange d'une rémunération et du panier d'actifs détenus par BlackRock. Mais cela ajoute un risque. J'en ai parlé juste avant, le risque de contrepartie. Si la banque du swap fait défaut, l'ETF ne va tout simplement plus suivre son indice. Cependant, ce risque est très réglementé et vous aurez toujours la performance du panier de base. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'un ETF, comment il fonctionne et les différents types qui existent, passons à la question la plus concrète. Comment en acheter et comment choisir le bon ETF. Première étape, choisir l'enveloppe. En France, on a 4 possibilités. En premier, le PEA, le compte titre ordinaire, l'assurance vie et le PER, le plan d'épargne retraite. J'ai fait une vidéo complète sur les comptes d'épargne et d'investissement que vous pouvez trouver en France. Vous pourrez aller la voir juste après pour savoir quelle enveloppe choisir pour votre situation. La deuxième étape, c'est le choix du courtier. Il en existe des dizaines, mais personnellement, j'utilise Boursobank, Interactive Broker pour le CTO et Trade Republic pour mon PEA. Ils ont tous des bonus à l'inscription, comme en ce moment Trade Republic qui offre jusqu'à 500 € d'actions jusqu'au 6 janvier. Je mettrai tous les liens affiliés dans la description. La troisième et dernière étape est le choix des ETF. J'ai fait 2 vidéos pour les meilleurs ETF éligibles au PEA. Une sur les indices mondiaux et américains et la deuxième sur les marchés européens. Sinon, vous pouvez aller sur le site Just ETF. Je vais juste expliquer les informations essentielles quand on prend un ETF. Pour mon exemple, j'ai pris l'Amundi CAC 40 UCITS ETF 10. En premier, on aura toujours la société de gestion. Ici Amundi, mais on aurait pu avoir iShares, BNP Paribas ou un autre fonds. Ensuite, on va avoir l'indice de référence, CAC 40, S&P 500 ou n'importe quel autre indice. Après, le UCITS ou UCIT est une norme pour protéger les investisseurs européens. Donc si vous le voyez, c'est qu'il respecte bien la norme. Et en dernier, on a le mode de gestion des dividendes. Donc A ou ACC pour dire accumulant, c'est-à-dire que les dividendes seront automatiquement réinvestis par la société de gestion. Ou D10 pour distribuant, cela veut dire que les dividendes seront directement mis sur votre compte espèce de votre courtier. Et pour retrouver facilement l'ETF, vous pouvez utiliser le ticker ou le code ISIN. Tous les courtiers et sites internet sont synchronisés avec ces codes. Donc c'est le moyen le plus simple pour les retrouver. Et après sur Just ETF, vous saurez s'il est éligible au PEA, le pourcentage de frais, le mode de réplication et la taille du fonds. Vous savez maintenant exactement ce qu'est un ETF. Je vais maintenant répondre à la question. Peut-on devenir riche rapidement et facilement avec les ETF? Je vais être très direct. La réponse est non. Les ETF ne sont pas magiques, mais ce sont des outils puissants pour construire un portefeuille diversifié, simple, efficace et adapté pour le long terme. Mais comme tout investissement, ils demanderont un minimum de compréhension, de patience et de discipline. Les ETF ne sont pas faits pour un coup de poker ou l'enrichissement en un an, mais ils sont l'un des moyens les plus fiables pour faire croître son patrimoine sur plusieurs années grâce aux intérêts composés. Cette stratégie est un marathon et non un sprint. Plus vous commencez tôt, mieux c'est. Un dernier point très important avant d'investir. Privilégiez vos connaissances et l'augmentation de revenus, car investir 50 ou 100 € c'est bien, mais 100, 200 ou 300 € de plus chaque mois peut vraiment changer la donne sur le long terme. Et ayez un matelas de sécurité sur votre livret A ou le LEP, car investir en bourse c'est minimum 5 ans voire plus. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je prépare justement plusieurs contenus sur la construction d'un portefeuille, mes propres investissements et d'autres sujets autour de l'économie, l'espace et de la culture générale. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt et je vous laisse sur une petite citation. En finance, comme dans la vie, la simplicité est souvent la meilleure stratégie.